Voici mon troisième volet de mon périple en Argentine, février 2025. Nous avons quitté la péninsule de Valdés à l'aéroport de Trelew, qui symbolise le centre de l'Argentine, pour nous rendre en Patagonie, Antarctique, plus précisément en Terre de Feu. Ushuaia se revendique la fin du monde, mais ce sont les terres du Chili les plus australes avec Puerto Williams. Ce bout de terre argentino est séparé par le canal de Magellan qui appartient au Chili. Voir mon film sur le Chili de 2015. Ushuaia est tout de même la ville la plus australe qui ouvre la porte d'accès aux croisiéristes pour l'Antarctique. Nous changeons donc de vêtements et retrouvons nos anoraks délaissés dès notre arrivée à Buenos Aires, puisque au nord de l'Argentine, les températures étaient de 35. À Ushuaia, nous nous adaptons, il fait 3 degrés et il neigera. Nous nous installons à notre hôtel situé au plus haut d'Ushuaia et découvrons la vue sur le canal de Beagle. Même si la température n'est pas si clémente, le lendemain nous allons visiter le parc national de la Tierra del Fuego. De toute façon, le Ushuaia bénéficie d'un climat subpolaire océanique comparable à celui de Reykjavik en Islande. Les saisons sont peu marquées avec des températures qui restent voisines de 0 degré, quelle que soit la période de l'année. Ainsi, la température moyenne du mois le plus froid est de 1 degré et celui du mois le plus chaud 9 degrés. Donc ça oscille aujourd'hui, enfin ce jour-là, entre 3 degrés et 10 degrés. Il fait souvent nuageux brumeux, les chutes de neige sont fréquentes. Le chemin de fer austral-fuégien, plus connu sous le nom de train du bout du monde, est une ligne ferroviaire qui relie Ushuaia au parc national de la Terre de Feu. Il parcourt une distance de 8 km et est utilisé par les pionniers et les prisonniers pour pénétrer en forêt afin de couper du bois. Il est devenu touristique, traversant de splendides paysages.
Le parc offre de superbes paysages avec ses épaisses forêts de Nothofagus, une espèce proche du hêtre, appelée faux hêtre, native de la terre de feu et dont il existe plusieurs variétés, le koyou et le guindo à feuilles persistantes, et le nir et le lenga au joli feuillage vert tendre. On voit pendre de ces arbres un lichen chevelu, la fameuse barbe de Saint-Antoine, appelée ici barbe du vieux. Les forêts fouégiennes cachent également une grande variété d'arbustes de sous-bois, comme le fameux calafate aux fruits délicieux, et le michei, un autre épineux aux fleurs jaunes orangées, ou le notro qui donne des fleurs rouges vifs. Nous sillonnons à pied à travers cette forêt humide pour atteindre la baie La Patala, en longeant les rios La Pataya et Ovando, découvrant la lagune Verde et le Paseo de la lagune Negra et une vue d'ensemble au belvédère. Après une balade sous une pluie assez glaciale, nous redescendons à Ushuaia, déjeuner, et afin dans l'après-midi de faire une croisière en bateau le long du canal de Beagle et avoir une vue d'ensemble sur la baie d'Ushuaia et les montagnes qui l'entourent, dernier contrefort de la cordillère des Andes. Pas les froids non plus. Oui, bien sûr, la chaleur, hein, ça nous manque. Hein. Là, à droite, c'est l'université.
Après le déjeuner, nous visitons le musée maritime qui était à l'origine le bagne militaire. C'est une construction réalisée par les bagnards au début de septembre 1902 pendant 18 ans. C'est un bâtiment en étoile comprenant 76 cellules. Une partie est consacrée au peuple d'origine Yaghan. When the darkwood fell before me, and all the paths were overgrown, when the breeze of pride say there is no other way. Après déjeuner, nous descendons au port pour notre rendez-vous excursion en bateau aux îles Bridges, sur le canal Beagle, entre l'île aux oiseaux, l'île aux otaries et le phare de l'éclaireur pendant environ 3 heures, et découvrir surtout le beau panorama des contreforts de la cordillère des Andes au-dessus d'Ushuaia. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where the dark night seems endless. Please remember me. When the mountain rose before me by the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, when the dark night seems endless. Please remember. We share this humble path alone. How fragile is the heart. Oh, give these clay feet wings to fly, to touch the face of the stars. Breathe life into this feeble heart. Lift this mortal veil of fear. Take these crumbled hopes, hatched with tears, will rise above these earthly cares. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, when the dark night seems endless. Please remember me. Please remember. Please remember, please remember, please remember, please remember, please remember, please remember.
Après cette expédition sur le canal de Beagle et de retour à l'hôtel pour la nuit, nous nous imprégnons de ce beau paysage du bout du monde que nous quitterons le lendemain pour un vol d'environ 1 heure pour Calafate. Ushuaia a connu une croissance urbaine ces 3 dernières décennies. On rencontre encore quelques vieilles maisons en bois recouvertes de tôles construites par les familles de pionniers et les nouveaux immigrants. Mais la loi de promotion industrielle votée en 1972, qui favorisa l'installation d'industries en terre de feu, accorda des bénéfices spéciaux aux résidents. De nombreux Argentins s'établirent alors à Ushuaia, où les salaires pouvaient atteindre 3 fois ceux du reste de l'Argentine. Aujourd'hui, même si Ushuaia n'est plus considérée comme la ville la plus australe du monde, sa voisine chilienne Puerto Williams, située de l'autre côté du canal de Beagle, lui a volé la vedette en 2019. Elle entretient habilement son emplacement géographique exceptionnel pour développer le tourisme, moteur principal de son économie. Une activité qui s'est largement diversifiée ces dernières années. Aux skieurs et aux randonneurs s'ajoutent désormais les dizaines de milliers de croisiéristes qui débarquent ou embarquent annuellement, beaucoup en partance pour l'Antarctique. Les hôtels et restaurants se sont multipliés, un casino aux lignes futuristes a été édifié et les agences spécialisées proposent un panel d'activités impressionnant. Calafate est situé au sud-ouest dans la province de Santa Cruz, au bord du lac
Argentino. Dès nos premières minutes de survol, le paysage est totalement différent. Nous avons quitté la cordillère des Andes et ses sommets encore enneigés et nous survolons une province plate, aride et au fleuve bleu turquoise. La couleur si intense de ces eaux bleues provient de la réflexion de la lumière sur les molécules des sédiments laiteux dépourvus de carbonate de calcium descendant depuis des millions d'années des glaciers de la cordillère des Andes. Construite sur la rive sud du lago Argentino, l'un des plus grands lacs de Patagonie argentine, El Calafate est la principale porte d'accès à la zone sud du parc national Los Glaciares et à l'incroyable glacier Perito Moreno. En décembre 2015, alors que je descendais les canaux de Patagonie au Chili, je suis venu visiter Calafate et le Perito Moreno. En 10 ans, il est temps de constater le réchauffement climatique et la diminution des glaciers, même sous des latitudes extrêmes. Célébré comme un véritable héros national, le naturaliste argentin Francisco Pascasio Moreno, 1852-1919, plus communément appelé Perito Moreno, a dédié la majeure partie de sa vie à l'exploration et à la mise en valeur de la Patagonie. Fondateur de la Sociedad Científica Argentina en 1872, il entreprend très jeune de partir à la découverte de ces territoires encore largement inexplorés par les colons européens. Après avoir atteint les environs du Rio Negro et les abords du lac Nahuel Huapi, il parvient en 1877 au lac qu'il baptise Lago Argentino. Ses nombreux voyages au sud de la cordillère des Andes l'amènent à faire valoir son expertise dans le conflit frontalier qui oppose le Chili et l'Argentine.
Le traité 1881 par lequel les deux pays acceptent de fixer une frontière détermine celle-ci de manière assez arbitraire selon la ligne de partage des eaux. Mais le Perito Moreno présente une synthèse de ses études géographiques qui lui permettent de défendre avec succès les intérêts argentins. En remerciement de ses bons et loyaux services, le gouvernement lui octroie en 1902 la médaille du roi George IV, ainsi que d'importants territoires en Patagonie. Il en fait don en 1903 afin que soit créé le premier parc national d'Argentine à l'ouest du lac Nahuel Huapi. Décédé en 1919, c'est là qu'il repose désormais sur l'île Centinela. Nous atteignons bientôt le Perito Moreno. Star incontestée du parc, le Perito Moreno descend jusqu'à l'entrée du Brazo Rico, à quelques centaines de mètres seulement de la péninsula de Magellan, où sont aménagées les passerelles d'observation. Celles-ci mènent à différents belvédères d'où l'on jouit de plusieurs points et hauteurs de vue sur cette impressionnante langue de glace de plus de 30 km de long et 250 km² de superficie. Le front glaciaire s'étire quant à lui sur 5 km de large, s'élève à 60 mètres au-dessus de l'eau et repose par 150 voire 170 mètres de profondeur environ. Je constate qu'il a reculé puisque en 2015, il atteignait les arbres. Je constate que le Perito Moreno n'a plus avancé, mais est en train de s'effondrer sur lui-même et il est toujours impressionnant de l'entendre craquer et d'être là quand quelques morceaux énormes descendent dans l'eau dans un fracas de tonnerre assourdissant. On attend patiemment sous la pluie. Voilà, que quelque chose se passe. Il est incontestable que le recul du glacier qui se stabilisait jusqu'en 2020 est irréversible. Le recul et l'amincissement du glacier sont évidents et se sont accélérés. Les épisodes de vélage sont de plus en plus bruyants, donc plus importants. Il a déjà perdu contact avec la péninsule de Magellan qui le stabilisait. C'est le plus emblématique de l'Amérique latine et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Il s'inscrit désormais dans une tendance regrettable,
Ses voisins comme les glaciers Uppsala et Vienmar que nous allons voir ont reculé à une vitesse vertigineuse au cours des 2 décennies. Il s'inscrit également dans une tendance mondiale où, comme a dit Ruiz, le glaciologue à l'Institut argentin de nivologie et de glaciologie des sciences de l'environnement, a dit « L'humanité creuse la tombe des glaciers du monde ». En fin de journée, nous retournons à Calafate et retrouvons notre hôtel El Quijote pour repartir le lendemain toujours en longeant le lago Argentino sous un ciel plus clément et aux luminosités changeantes pour atteindre le port de Punta Banderas pour un départ en croisière parmi les icebergs sur le bras nord du lago Argentino à la découverte des glaciers Uppsala et Spezzazzini.
Après avoir passé un grand moment à tourner autour des glaciers du village du glacier Uppsala, nous prenons la direction du glacier Speggazzini. Le glacier est nommé en l'honneur du botaniste et mycologue italien Carlo Luigi Speggazzini de 1558 à 1926. Le glacier Speggazzini est un glacier appartenant au champ de glace sud de Patagonie, de part et d'autre de la frontière entre l'Argentine et le Chili. La partie amont du glacier est située dans le parc national Los Glaciares, province de Santa Cruz, côté argentin, alors que l'aval est situé dans le parc national Bernardo O'Higgins, province des Magallanes, côté chilien. Le front mesure entre 80 mètres et 125 mètres de hauteur.
retournerons à l'hôtel à Calafate afin de repartir à Buenos Aires le lendemain, en gardant de belles images de ces glaciers en blanc et bleu plein les yeux, que certainement je ne reverrai plus. La petite ville de Calafate, elle est devenue sans intérêt, mais à part pour l'attrait touristique, elle collectionne les boutiques souvenirs et très chères. Elle n'a plus l'attrait de 2015. Lorsque je suis venue, elle était encore une petite bourgade. La physionomie de la ville a changé. Elle est devenue la destination la plus touristique du sud de l'Argentine. Ainsi s'achève ma troisième partie de mon périple en Argentine 2025 et je donne rendez-vous à ceux et à celles qui me suivent à Buenos Aires pour la quatrième partie.